un grand sac, une sorte de besace, où se trouvaient toutes les qualités naturelles possibles et imaginables, la rapidité, la force, etc., etc. Zeus ajoute à l'endroit des deux frères qu'il faut absolument que leur distribution soit équitable. Il faudrait qu'elle soit inspirée par ce que les Grecs appelaient la dike, c'est-à-dire la justice. En d'autres termes, ne donnez pas tout à l'un et rien à l'autre, tout à l'autre et rien à l'un. Essayez d'assurer entre les différents animaux ce que nous autres modernes nous appellerions une sorte d'égalité des chances. Et les deux frères s'en vont. Zeus aurait bien voulu que ce fût Prométhée qui fit le partage. Mais chemin faisant, son frère Épiméthée, qui en a assez que le grand patron, si j'ose ce crime de lèse-divinité, confie les tâches intéressantes à son frère et non à lui, dit à Prométhée, écoute, laisse-moi faire le partage. J'ai bien compris ce qu'a dit Zeus, j'ai bien compris ce que Georges Marchais aurait appelé il y a quelques siècles les injonctions patronales. Il ne faut pas tout donner à l'un et rien à l'autre, tout à l'autre et rien à l'un. Allez, laisse-moi faire le partage, la dike m'inspirera. Prométhée hésite un peu, se fait un peu tirer l'oreille et finalement laisse Épiméthée faire le partage. Dans ce célèbre mythe, le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, qui nous est raconté par Platon dans un dialogue qui s'appelle le Protagoras, de sorte que ce mythe s'appelle aussi le mythe de Protagoras. Dans ce célèbre mythe, donc, assez peu de choses nous sont dites sur ce que fut la lettre du partage. Mais on peut imaginer, inventer, si vous voulez, et dire donc que, donnant la force au lion, il n'a pas besoin de lui donner une rapidité extraordinaire. Donnant la rapidité à la frégate, l'oiseau le plus rapide, il n'a pas besoin de lui donner une carapace. La tortue qui a la carapace n'a pas besoin de venin. L'aspic qui a le venin n'a pas besoin de cette capacité de changer de couleur qui va échoir au caméléon, lequel, ayant cette capacité de couleur, n'a donc besoin ni de venin, ni de carapace, ni de rapidité, ni de force. C'est alors que Prométhée revient et demande à son frère Épiméthée si le partage s'est bien passé. Oui, je le crois, la dike m'a inspiré. Mais c'est alors que l'on voit arriver devant les deux frères celui que Platon nommera dans un autre dialogue un bipède sans plume. Un bipède sans plume, c'est-à-dire un homme, car nous ne sommes pas les seuls bipèdes de la création, mais les autres ont des plumes, et nous, généralement pas, sauf dans des situations et des endroits que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Et donc, à cet homme qui arrive, Prométhée demande à Épiméthée, eh bien, à lui, que vas-tu donner ? Épiméthée ouvre sa besace et se rend compte qu'elle est vide. Étourderie d'Épiméthée, qui n'est rien d'autre qu'une étourderie de la nature, si l'on veut, qui fait de l'homme en ses premiers commencements le plus fragile, le plus précaire, le plus vulnérable, le plus dépendant de tous les vivants. En effet, alors que Bambi sait se débrouiller très vite, quand bien même le lapin Pampan se moquerait quelque peu de la maladresse princière, il faut des années et des années et des années pour faire ce qui n'est jamais complètement un homme, dans la mesure où pour être un homme parfait, il ne suffit pas, me semble-t-il, d'avoir les 2 mains, les 10 doigts et les capacités neuronales que cela suppose, paraît-il. Il faudrait encore, pour être un homme parfait, pratiquer toutes les vertus aristotéliciennes à la fois, c'est-à-dire être toujours courageux et jamais lâche, toujours tempérant, jamais intempérant, toujours altruiste et jamais égoïste, etc., etc. Oui, cette étourderie d'Épiméthée qui fait de l'homme le moins bien partagé de tous les vivants, cette étourderie d'Épiméthée, comme je disais, n'est rien d'autre qu'une étourderie de la nature. Car quand la nature donne à un animal un besoin, elle lui donne généralement en même temps les moyens permettant de les satisfaire. Cela s'appelle l'instinct. Alors qu'à l'homme, la nature a donné des besoins sans lui donner les moyens permettant de les satisfaire. Prenons 2 exemples de besoins que nous avons en partage avec bien des bêtes. Le besoin de maintenir une certaine température corporelle pour ne pas mourir et le besoin sexuel. Eh bien, lorsqu'il fait froid, voyez cet animal conduit par son instinct dans les profondeurs de la terre. Il y va hiberner, ses battements cardiaques se ralentissent considérablement pour économiser le peu d'énergie qu'il avait, la température du sang baisse, il hiberne.
Puis, lorsque le printemps vient caresser la surface de la Terre, les battements cardiaques recommencent à s'accélérer, la température du sang remonte, il a hiberné. À tel autre animal, quand il fait froid, la nature donne en hiver un plumage de plus en plus opulent, un pelage de plus en plus admirable. Mais à nous, hommes, la nature n'a nullement donné un instinct qui nous conduirait à hiberner en hiver. Nos battements cardiaques restent à peu près les mêmes. Et nous ne sommes pas plus poilus en hiver qu'en été. Même s'il y a peut-être des modes épilatoires aujourd'hui qui font que c'est peut-être le cas. En tout cas, ce n'est pas la nature qui nous sauve du froid. Et donc, nous avons en effet des besoins sans les moyens permettant de les satisfaire. Ce sera donc à l'homme d'inventer ou de découvrir le moyen de ne pas mourir de froid. Le besoin sexuel, nous l'avons en partage avec bien des bêtes, mais comparons les pans aux hommes. Eh bien, lorsque le pan a un besoin sexuel, la nature lui donne les moyens permettant de séduire la panne. Car j'ai vérifié, même si cela semble mal choisi en l'occurrence, les femelles des pans s'appellent des pannes. Oui, il ne faut pas croire que passant devant la jolie panne, le pan se dit « Oh là là, quelle belle panne, mais que faire pour la séduire ?» Non. En fait, il ne faut pas dire que le pan fait la roue pour séduire la femelle. Il faut dire le pan fait la roue et séduit la femelle. Car si on employait la préposition pour, cela laisserait à penser que le pan sait ce qu'il fait. En fait, la roue, il ne peut pas ne pas la faire. Nous l'avons étudié en laboratoire. Lorsque les femelles pans sont en chaleur, elles émettent des odeurs, des bruits, enfin, bon, des couleurs qui font monter le taux de testostérone du pan, ce qui provoque la roue. Et donc, c'est très facile de séduire quand on est un pan. Il n'a pas besoin d'inventer les chemins de la séduction. Il n'a même pas le temps de se demander que faire, qu'il l'a déjà fait. L'instinct trouve sans chercher, disait Bergson. L'instinct trouve sans chercher. Mais alors que l'adolescent a lui aussi des besoins sexuels, eh bien, il n'a pas reçu de la nature les moyens permettant de les satisfaire. Que faire ? Que faire pour lui plaire ? C'est très difficile, très compliqué que de savoir comment séduire une femme quand on est un adolescent. L'inviter ici ou l'inviter là-bas, maintenant, aujourd'hui ou demain. Bon, finalement, il a rendez-vous et il prépare la rencontre. Alors il se dit que, bon, alors voilà ce que je pourrais faire. Tiens, je pourrais peut-être lui dire ce poème de Nerval à ce moment-là. Comme ça, je lui apparaîtrai comme un homme sensible et ça ne pourra pas ne pas la troubler. Puis je ferai... Que pourrais-je faire ? Tiens, ce geste que j'ai vu Yves Montand faire dans César et Rosalie, irrésistiblement, cela va lui plaire. Ensuite, ce sera le moment de lui prendre la main ou de lui dire que je l'aime. Au brouillon, il est brillantissime et il s'endort serein. Tout se passera très bien le lendemain. Malheureusement, lorsque la rencontre a vraiment lieu, ça ne se passe pas comme prévu. Tout d'abord parce que, quand nous prévoyons la rencontre avec quelqu'un d'autre, eh bien, nous pensons que le monde saura créer une sorte de réceptacle, un lieu favorable à l'échange, un locus amoenus, un petit lieu tranquille pour que la rencontre ait lieu. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas, car nous avons rendez-vous à table, mais à côté, il y a deux dames qui écoutent ce qui se passe, et c'est gênant. À côté, vous avez un type qui joue au jukebox et qui fait beaucoup de bruit, de telle sorte que quand il lui dit le poème de Nerval, elle ne l'entend point. Comment ? J'ai pas entendu ce que tu as dit. On laisse tomber, c'est pas possible de hurler un poème d'amour. Lorsqu'il fait le geste qu'il a vu Yves Montand faire dans César et Rosalie, le serveur passe avec son plateau, il fait tout tomber, il est maladroit, ridicule, et le silence s'installe. Le silence s'installe, et le silence, eh bien, il lui semble révélateur de sa médiocrité, de son incapacité à séduire. Alors que son cousin Gaspard, qui a la tchatche, sait toujours parler aux filles, lui, il est là, incapable de dire quoi que ce soit, restant là comme un gland, si j'ose m'exprimer ainsi. Ce silence, il le croit mauvais signe. En fait, il est peut-être bon signe. Parce que ce silence, c'est le signe qu'elle aussi a peur, qu'elle aussi est troublée. Mais ça, il ne le sait pas encore, car quand on est adolescent, on croit qu'il n'y a que les garçons qui ont peur et jamais les filles. Et résultat, il ne sait pas encore que ce silence, ce n'est rien d'autre que ces minutes muettes qui séparent encore les lèvres pour mieux réunir les âmes. Le silence s'installe. Finalement, de manière un peu désespérée, il lui pose une question. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» Et c'est là qu'elle lui répond avec un petit sourire dont il ne voit pas tout ce qu'il signifie. « Je ne sais pas, ce que tu veux. » Et cet imbécile, au lieu de profiter de l'occasion, de dire, bah, je sais pas, on
On pourrait aller à la cafette, au fond d'elle-même. Oh, quel con, enfin. Bon, ben non, de toute façon, j'ai pas envie, j'ai mal à la tête, allez, arrêtons. Bon. Et alors, le cousin Gaspard lui dira un peu plus tard, mais enfin, c'était tout fait, t'es nul, enfin, avec les filles, il faut prendre des initiatives, allez, il faut y aller, carrément. Résultat, 15 jours après, il va rencontrer une autre belle dans quelques soirées, il est très troublé, elle un peu, mais pas trop. Et malheureusement, là, il va aller trop vite, c'est-à-dire que la belle en question va voir un grand dadais boutonneux lui sauter dessus et essayer de l'embrasser. C'est tout un problème de la vie amoureuse que d'avoir le sens du kairos, le moment opportun, l'occasion propice. Il y a un moment où il faut prendre la main, un moment où il faut dire je t'aime. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Et quand on est adolescent, on le rate toujours, ce moment-là, par précipitation ou par attentisme, n'est-ce pas? Ce qui est très beau, c'est que dans la vie humaine, même quand on est avancé dans la carrière d'amoureux ou de séducteur ou de séductrice, ce moment-là, on ne le sent jamais quand on est amoureux. Le don Juan qui n'est pas amoureux, il sent quand c'est le moment d'avancer, de reculer, mais celui qui est vraiment amoureux perd ses moyens. Et donc, en effet, la précarité, la vulnérabilité, la fragilité, le fait de ne pas savoir que faire est une donnée anthropologique de base. La richesse en instinct de l'animal fait qu'il n'a même pas le temps de se poser la question que faire, qu'il a déjà fait ce qu'il doit faire. La pauvreté en instinct de l'homme fait que, à chaque pas qu'il fait dans le monde, eh bien, il doit inventer les chemins de sa vie. Évidemment, pour remédier à cette précarité, vulnérabilité, fragilité de l'homme, Prométhée va décider de monter sur l'Olympe, avec pour dessein de dérober aux dieux des qualités qu'on pourrait dire en un sens surnaturelles, puisqu'elles ne se trouvaient pas dans la besace épiméthéenne. Il veut dérober aux dieux le feu, l'intelligence technique et l'art politique. Sans trop de difficultés, Prométhée arrive à dérober à Héphaïstos, le dieu forgeron, le feu qu'il possède. Très vite, il se dit que le feu tout seul, ça n'est pas suffisant pour aider l'homme à échapper à sa première précarité, fragilité et vulnérabilité. Et donc il se dit qu'il faudrait qu'il y ajoute quelque chose. Oui, parce que si vous donnez le feu par exemple à une huître, c'est pas ça qui va la transformer en seigneur de l'univers, en reine de la nature. Quoique d'après mon maître Jean-Pierre Coff, les huîtres chaudes soient un plat qui n'est pas sans intérêt avec un petit vin blanc bien choisi. Et donc voilà pourquoi il décide de très vite dérober à Athéna, qui la possède, l'intelligence technique, l'intelligence dans les besoins de la vie. Mais il veut dérober également aux dieux l'art politique qui permet d'assurer la justice et la paix dans la cité des hommes. Malheureusement, le dieu qui possède l'art politique, c'est Zeus lui-même, dont les appartements sont si bien gardés que jamais Prométhée n'arrivera à dérober à Dieu l'art politique. Résultat, en matière de justice et de paix, nous serons toujours des bricoleurs. Nous n'arriverons jamais à créer une société parfaitement juste et parfaitement paisible pour les siècles des siècles. Et méfions-nous un peu des utopistes, personnages extraordinairement utiles à la société, pour attirer notre attention sur le fait que cette injustice et ces conflits, eh bien, c'est insupportable, qu'il n'y a pas lieu de s'y habituer. Ils sont là pour nous dire qu'un autre monde est possible, n'est-ce pas? Mais ils deviennent parfois dangereux, les utopistes, quand ils essaient de réaliser leur programme, car très souvent, ils finissent par sacrifier la liberté humaine sur l'autel du bonheur. Or, je crois qu'il faut admettre que, oui, même si c'est un peu triste, eh bien, notre devoir, c'est de lutter pour plus de justice, pour plus de paix, mais il faut aussi reconnaître que l'injustice et le conflit dureront autant que dureront les hommes. Et donc, Prométhée redescend de l'Olympe, n'ayant fait que la moitié, non, plutôt que les 2/3 de son projet, il donne à l'homme le feu et l'intelligence technique, mais non point l'art politique. Cette célèbre histoire supporte bien des interprétations. Pour entrer vraiment dans le cœur du sujet, je dirais que ce qu'elle nous rappelle, c'est en effet la fragilité, la précarité, la vulnérabilité du nouveau-né. Seuls les hommes peuvent être athées. Enfin, la question n'est pas là. Toujours est-il que Henri Michaud nous dit que l'enfant vient de l'infini. Il est tout à fait raison. Il vient sans avoir demandé à venir. Il vient d'aucun temps, d'aucun lieu. Et voilà que nous l'accueillons dans un monde fini. Dans un monde fini où, précisément, pour qu'il ne soit pas victime de ce que j'appellerais le vertige de l'infini, eh bien, nous avons pour devoir eh bien, de lui donner des repères finis qui feront que sa vie sera autre chose qu'une errance. Et en effet,
en effet, parce que nous sommes pauvres en instinct, eh bien, nous ne savons pas que faire de nous-mêmes, nous ne savons pas que faire des autres hommes, et nous ne savons pas que faire du monde. La richesse en instinct de l'animal, et je ne réduis certes pas les animaux à l'instinct, en tout cas pas tous les animaux à l'instinct, la richesse des animaux en instinct fait que les animaux n'ont pas à se demander que faire d'eux-mêmes, que faire de l'autre animal et que faire du monde. L'instinct, en un sens, c'est une sorte de prévision naturelle, si vous voulez. La nature a fixé ce que la bête ferait avec elle-même, ce qu'elle ferait avec l'autre bête et ce qu'elle ferait avec le monde. Avec le monde, oui, mettez quelques castors dans le lit d'une rivière, vous pouvez à l'avance à peu près prévoir ce qu'ils feront. Même si, parce que les animaux ne sont pas réductibles à l'instinct, il y a des petites différences entre les abris, les barrages, que a fait cette équipe de castors-ci et qu'aurait fait cette équipe de castors-là. Mais c'est à peu près la même chose. En revanche, il y a une infinie diversité de l'habitat humain au fur et à mesure du temps. Nous ne vivons pas dans les mêmes maisons que les Français du Moyen-Âge, et selon l'espace, nos maisons ne sont pas les mêmes que celles des pygmées. La nature a prévu quel rapport la bête aurait à l'autre bête, le paon et la panne, par exemple. Mais ça, c'est le rapport à l'ami, mais le rapport à l'ennemi, là encore, il y a ce que Bergson appelle génialement une étrange et paradoxale sympathie entre le prédateur et sa proie. Évidemment, ce n'est pas très sympathique pour la proie, mais le prédateur sait où il doit frapper l'antilope. Le tigre sait où il doit frapper l'antilope pour la paralyser à coup sûr. Il y a une espèce de connaissance intime qui lie l'ami et l'ennemi, l'ami et l'ami. Et enfin, alors qu'en revanche, l'homme ne sait pas que faire de l'autre homme. Quand je suis face à un homme, je ne sais pas que faire. Que faire? Et cette précarité, cette vulnérabilité, cette fragilité, eh bien, elles peuvent ressurgir à l'occasion de la perte d'un certain nombre de facultés. Nous ne savons pas que faire en face de l'autre, nous sommes interdits devant l'autre, au sens où il y a entre lui et nous des mots, et il y a une infinité de possibles, n'est-ce pas? Je peux lui mettre un marron, je peux essayer de le déshabiller, je peux lui dire n'importe quoi. Pour vous inquiéter un petit peu, sachez que là, dans les secondes qui viennent, je pourrais faire une infinité de choses, que rassurez-vous, je ne ferai pas. Mais je pourrais me verser de l'eau sur la tête, me mettre nu, uriner, essayer de déshabiller l'une d'entre vous, vous montrer mon corps. Le langage me donne une infinité de possibilités. Je peux dire scrogneux, je peux dire n'importe quoi, je peux dire Sarkozy est un imbécile, je peux dire des choses de ce genre-là. Bon, et donc, à cette infinité de possibilités-là, je serais ramené si précisément je n'avais pas acquis des habitudes. Enfin, le rapport que la bête a elle-même est en grande partie prévu par la nature, généralement parce qu'elle n'a pas conscience d'elle-même. Et par exemple, si elle se lèche, la renarde, eh bien, elle se lèche comme la nature avait prévu qu'elle se lècherait, et les renardes d'aujourd'hui se lèchent comme les renardes d'hier et comme les renardes de demain, alors que l'homme ne sait pas quoi faire de son corps. Et voilà pourquoi, eh bien, il y a des modes dans l'épilation, dans le vêtement, etc., etc. Précisément pour nous faire sortir de ce que j'appellerais le vertige du possible, parce que la question que faire se pose à chaque pas. Que faire de moi? Que faire de toi? Que faire du monde? Pour nous faire sortir du vertige du possible, nos parents généralement nous donnent un certain nombre d'habitudes. Et les habitudes, c'est précisément ce qui tient lieu d'instinct chez un être qui en manque. L'habitude, c'est ce qui supplée chez les hommes à l'absence d'instinct. Et précisément parce que j'ai été élevé dans un monde où on m'a donné un certain nombre d'habitudes, eh bien, j'échappe à ce que j'appellerais le vertige du possible, de telle sorte que quand je me lève le matin, je ne me demande pas que faire. Quand je me regarde dans la glace le matin avec le dentifrice, avec le tube, je ne reste pas en disant que faire. Ou alors c'est que ça commence à se gâter, c'est que je commence à vaporiser de la toiture. Mais généralement, je fais ces gestes spontanément. Quand je rencontre quelqu'un et qu'il me tend la main, je ne me dis pas que faire. Ou alors c'est que ça se gâte. Et donc, alors que quand j'étais petit, je tendais mal la main, là je sais tout de suite comment la tendre. Quand quelqu'un me dit, dans le monde un peu mondain, cela se fait, enchanté de faire votre connaissance, je réponds tout de suite, enchanté de même. Alors que ce n'est pas forcément vrai. La plupart du temps, quand on dit à quelqu'un qu'on est enchanté, on ne l'est pas. On ne devrait dire enchanté de faire votre connaissance qu'aux personnes dont on tombe passionnément amoureux dès qu'on les voit. Votre présence est un enchantement. Mais non, généralement on dit enchanté à des gens dont on se fiche complètement. Donc, les habitudes. Et puis, dans le monde aussi,
lorsque je me promène, je ne me dis pas à chaque pas que faire, où aller. L'habitude, c'est ce qu'on donne généralement à l'enfant pour le faire sortir de sa première précarité, pour l'aider à échapper à ce que j'appellerais le vertige du possible. Or, l'habitude ressemble à l'instinct, mais elle en dissemble. Aristote nomme l'habitude une seconde nature. Et selon que vous insistez sur le substantif nature ou sur l'adjectif seconde, vous ne direz pas la même chose de l'habitude et vous en déploierez toute la richesse. Car l'habitude est une seconde nature. C'est une seconde nature en ceci qu'elle ressemble à cette première nature qu'est l'instinct. Les gestes habituels ressemblent aux gestes instinctifs en ceci que, comme eux, ils ne sont pas précédés d'une délibération consciente. L'habitude, ce que je fais habituellement, je le fais avec une automaticité, une immédiateté, une spontanéité, une absence de délibération consciente qui rappelle l'automaticité qu'il y a dans l'instinct, la spontanéité, l'absence de délibération consciente qu'il y a dans l'instinct. Et donc l'habitude ressemble à l'instinct parce qu'elle est une première nature, une seconde nature, pardon. Mais l'habitude, c'est une seconde nature et en ceci, elle dissemble de l'instinct, car il y a une différence entre l'habitude et l'instinct. C'est que l'instinct, c'est ce que la bête a toujours déjà. C'est ce qu'elle n'a pas pris et donc elle ne peut pas perdre. Alors que l'habitude, c'est ce que je n'ai pas toujours eu et donc que je peux perdre. L'habitude se prend progressivement, elle se perd progressivement, n'est-ce pas ? L'habitude est culturelle alors que l'instinct est naturel. Alors vivent les enfants, si vous voulez, vivent bien les enfants qui reçoivent dans la famille où on les a accueillis un certain nombre d'habitudes qui les aideront à échapper à ce que j'appelle le vertige du possible, à ce que j'appelle cet infini qui les tourmenterait, n'est-ce pas, s'ils n'avaient pas été accueillis dans un milieu fini où on leur donne des repères. Hein. En même temps, l'habitude est à la fois la meilleure et la pire des choses. C'est la meilleure des choses parce que l'habitude, c'est ce qui nous aide à échapper au vertige du possible, au vertige de l'infini, mais en même temps, c'est la pire des choses parce qu'elle peut être routinière, sclérosante, elle peut brider les facultés d'un être. Quelques réflexions justement sur la famille comme pourvoyeuse d'habitudes. Il me semble que une réflexion sur la famille peut se résumer, puisque je n'ai pas tellement de temps, à une petite réflexion sur le mon qui précède mon enfant. Que veut dire mon quand on dit mon enfant ? Il me semble que l'enfant a le droit d'échapper à deux vices, l'abandon et l'accaparement. Un enfant qui n'est pas accueilli dans un monde fini, où on lui donne des repères en disant « il faut se lever à telle heure », il faut dire c'est une rose et non pas d'assister à une roseux. Il faut dire bonjour à la dame, il faut faire ses devoirs. Il y a un certain nombre de codes, de règles qu'on te donne pour que tu puisses construire ton autonomie. Car en effet, la famille n'est pas un lieu où spontanément l'enfant doit jouir de son autonomie, mais construire son autonomie. Eh bien, une famille qui en effet pourvoit à tout cela est une bonne famille. Ne pas être abandonné à soi-même, ne pas être abandonné à l'infini qui nous hante, c'est une excellente chose. Mais il ne faudrait pas que l'abandon, eh bien, qu'on échappe à l'abandon pour être accaparé. Et il y a en effet des familles qui s'accaparent l'enfant, et il y a en effet certaines mères qui disent « mon enfant » comme elles diraient « mon rôti » alors qu'elles l'ont fait brûler. Il y a certains pères qui disent « mon fils » comme ils diraient « mon train » alors qu'ils l'ont manqué, ou qui disent « mes enfants » comme ils diraient « mes chapeaux ». Or, il y a une différence entre le train et l'enfant, entre le chapeau et la fille. C'est que le train ou le chapeau ne sont pas des êtres libres, alors que l'enfant est un être qui a vocation à le devenir. Non pas qu'il le soit immédiatement libre, car nul ne naît fils de la liberté, comme disait si bien Fichte. Il faut en effet aider l'enfant à se construire en tant qu'être libre et aider l'enfant à ne pas être qu'un simple être voué à ses pulsions. L'impulsion comme disait très bien Rousseau, car l'impulsion de l'appétit est esclavage, alors que l'obéissance à la loi qu'on sait prescrite est liberté. Et donc laisser l'enfant à ses pulsions, ce n'est pas lui permettre d'être autonome, c'est au contraire le vouer à une hétéronomie naturelle, c'est laisser la nature le déterminer entièrement. Il faut donc aider l'enfant à être plus qu'un être de nature. Cela suppose une lutte
qui n'est point spontanément entreprise par la nature. Le petit homme a besoin d'abord de la mère, et il a besoin de la mère pour précisément construire cette autonomie. Mener cette lutte pour l'autonomie future de l'enfant, ça signifie souvent la mener contre lui, au risque de jouer le rôle rébarbatif d'un agresseur, de quelqu'un qui empêche la satisfaction immédiate, etc. etc. Et donc, je crois que l'enfant, il a le droit d'échapper à ces deux excès que sont l'abandon et l'accaparement. Cette juste mesure entre l'abandon et l'accaparement, nous autres parents, eh bien, nous la recherchons du soir au matin et du matin au soir, sans arriver véritablement à la trouver, n'est-ce pas? C'est très difficile que d'être dans la juste mesure entre l'abandon et l'accaparement, car on n'est pas, Aristote dit toujours que la vertu est juste mesure entre deux vices, n'est-ce pas? Mais alors attention, il dit bien juste mesure et non pas juste milieu. Aristote, à qui je donne un peu la parole pour que vous ne reteniez pas simplement ces références non nobles, voire ignobles au sens étymologique, qu'étaient Walt Disney et Bambi et Pampan. Aristote dit quelque part dans l'Éthique à Nicomaque que la vertu est juste mesure entre deux vices. Un vice par défaut, il n'y en a pas assez, et un vice par excès, il y en a trop. Exemple, le courage, c'est une vertu parce qu'elle a la juste mesure entre, alors le vice par défaut, le manque de courage, qu'est la lâcheté ou la paresse, et le vice par excès de courage, qu'est la témérité. La générosité, c'est la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité, n'est-ce pas? Mais précisément, il faut dire juste mesure et non pas juste milieu, et placer la vertu au sommet d'un triangle et non pas au milieu d'un segment de droite. Il faut bâtir le triangle de telle sorte que l'écart qu'il y a entre l'homme lâche et l'homme téméraire soit moins grand que l'écart qu'il y a entre tous les deux et l'homme courageux. Car en fait, le lâche et le téméraire se ressemblent plus l'un l'autre qu'on ne pourrait le croire à première vue. Tout simplement parce que ni l'homme lâche ni l'homme téméraire ne sont de bons soldats. Le lâche fuit quand il faudrait combattre. Le téméraire combat quand il faudrait fuir. Seul est un bon soldat, le courageux, qui souvent combat, mais parfois fuit, car la retraite n'est pas forcément une lâcheté. Et d'ailleurs, souvent, les téméraires sont d'anciens lâches, vous savez, des gens qui ont eu honte de leur lâcheté et qui, tout d'un coup, au combat suivant, essaient d'attaquer seuls une armée de 400 hommes. De même, la générosité et la juste mesure entre l'avarice et la prodigalité. Or, ni l'avare ni le prodigue n'ont un bon rapport à l'argent, car l'avare garde ce qu'il faudrait donner et le prodigue donne ce qu'il faudrait garder. Alors que seul a un juste rapport à l'argent le généreux, me semble-t-il, celui qui donne, mais pas tout, qui garde un peu, ne serait-ce que pour pouvoir donner au prochain qui viendra. Et donc, cette juste mesure entre l'abandon et l'accaparement, comme on l'a nommé, j'y viens, c'est difficile, car on est sur une ligne de crête entre deux abîmes. Et il ne suffit pas de dire que l'enfant a droit à échapper à ces deux vices que sont l'abandon, on te laisse à l'infini qui va te hanter, et puis à l'accaparement, on va gommer cet infini, ce mystère qui t'habite, et on va te réduire à une production, et à ce moment-là, on n'a plus affaire à une éducation, à un élevage, on n'a plus affaire à une éducation, mais à un élevage. Eh bien, il ne suffit pas encore de dire que cette juste mesure est là, il faut encore savoir que pour être un bon père, une bonne mère, il faut agir à propos. Car, autre thème aristotélicien ou montaignen, comme disait Montaigne, pour bien agir, encore faut-il agir à propos. Qu'est-ce que c'est qu'agir à propos? C'est pratiquer la bonne vertu au bon moment. Et cela est très difficile, cela s'appelle le kairos. Donc je ne parlais pas de kairos tout à l'heure simplement pour parler d'amour. C'est qu'en effet, pour être un bon parent, il faut aussi avoir le sens du moment opportun, de l'occasion propice. Nos enfants ont droit à notre tendresse et à notre fermeté. Des parents qui ne seraient que fermeté sont de mauvais parents, des parents qui ne seraient que tendresse sont de mauvais parents. Le problème, c'est qu'il faut à un moment être ferme et à un moment être tendre. Et souvent, on fait le mal quand on est ferme alors qu'il faudrait être tendre, et quand on est tendre alors qu'il faudrait être ferme. Bref, en effet, le camarade Freud a bien raison, il s'agit d'un métier impossible que le métier de parent, car souvent, nos enfants nous voient agir de manière inopportune ou intempestive. Cet enfant a eu des petits problèmes à l'école aujourd'hui, ça s'est mal passé, la bande de copains l'a rejeté. Du coup, quand il guette son père qui vient le chercher, il a envie de trouver un père tendre.
Malheureusement, le père qui a des soucis, ou alors qui vient de subir l'acrimonie matrimoniale, laquelle s'est résumée à un « il faut jouer ton rôle de père, nom de Dieu », le père c'est lui qui a l'autorité, et là vraiment, etc., se dit « bon, alors là, je vais reprendre les choses en main, je vais lui montrer qui en a », et résultat, alors que l'enfant a envie de la tendresse, il va voir une fermeté nouvelle qui va le perdre. Bon, eh bien une bonne famille, c'est évidemment une famille qui marche sur une ligne de crête, qui souvent a du mal à pratiquer la... Malheureusement, de plus en plus de parents ont tendance un peu à considérer les enfants comme des produits, car jadis on attendait un enfant, alors qu'aujourd'hui on le fait. Je comprends l'origine de cette dérive sémantique. Maintenant que les moyens contraceptifs sont plus efficaces que ce qu'ils étaient jadis, lorsqu'il n'y avait guère comme moyen que le saut du train en marche, lequel est toujours douleur, en tout cas pour l'un des deux, eh bien maintenant que les moyens contraceptifs sont plus efficaces que jadis, la plupart des parents prétendent choisir le moment où l'enfant paraît. On arrête d'utiliser les moyens contraceptifs, tu ne prends plus la pilule, ou tu enlèves le préservatif. Bon, bah c'est bien, parce que si on fait un enfant là, bon, alors bien sûr, ça ne va pas se faire dès le premier coup, mais bon, si on le fait maintenant, disons 9-10 mois, bon, 11 mois, ça sera très bien, parce que l'année prochaine, on pourra partir en vacances avec nos amis, l'enfant sera assez grand, parfait. En plus, on vient de capter l'héritage de ma tante qui pique, tu as eu une petite augmentation, donc on va pouvoir refaire une chambre de plus, les combles, très bien, l'enfant est sommé de paraître. Alors, il ne paraît pas toujours. Parfois, ça ne marche pas. Bon, mais enfin, si la plupart des parents prétendent décider du moment où l'enfant paraît, faire l'enfant, ça ne veut pas dire, ou pas encore dire, décider des traits de l'enfant. Malheureusement, vous savez qu'aux États-Unis, de plus en plus de couples non stériles prétendent, utilisent la fécondation in vitro et l'AMP ou la PMA. Hein. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose comme une imprudence à faire un enfant dans un lit. Oui. Ce serait quand même terrible qu'il ait tous les défauts physiques que vous avez dans votre famille et qu'il ait tous les défauts physiques qu'on a dans notre famille. Et il y a une espèce d'imprudence à faire des enfants dans un lit. Récemment, une grand-tante de mon épouse me félicitait pour la beauté de ma petite fille. « Oh, il vous félicite, quelle est jolie votre petite fille !» Alors, tout au moment où on buvait quelques coupes de champagne pour fêter la chose. Et puisque je suis un peu philosophe et puis que j'aime bien le champagne, voilà que j'ai commis cette incongruité consistant à dire à la grand-tante, bah, écoutez, c'est très gentil, mais vous savez, moi, j'y suis pour rien. Et je vois la tante pâlir. Je ne comprends pas tout de suite la raison de cette pâleur. Lorsque je me dis, nom de Dieu, si ça se trouve, elle croit que je suis en train de dire que je ne suis pas le père. Du coup, je revais vers la tante. Je dis, ma tante, tout à l'heure, m'avait mal compris, je crois. Non, non, je suis le père. Enfin, je pense être le père. Je m'en fais, etc., etc. Mais je ne vous ai rien demandé. Et c'est là que je lui explique que si cette jeune fille, cette petite fille, a toutes les qualités physiques de son père et aucun de ses défauts, toutes les qualités physiques de sa mère et aucun de ses défauts, c'est pas parce qu'on s'est appliqué au moment suprême. Nous avons peut-être fait cet enfant, mais en même temps, nous avons ensuite laissé la nature combiner le tien du mien de telle sorte qu'elle est jolie. Voilà pourquoi je m'inquiète, d'en effet, avec mon ami Jacques Testard, de la possibilité, un jour, si vous voulez, d'une fabrication d'enfants, le magasin des enfants. Nous avons voulu, parce que tout coït, normalement, a deux buts, la procréation et le plaisir. Nous avons voulu le plaisir sans la procréation. Un jour, nous aurons la procréation sans le plaisir. Donc, le lit, ce sera pour le plaisir, et puis les tubes à essai, ce sera pour la procréation. Je crois que, précisément, il y a un danger à vouloir tout décider de l'enfant, à vouloir fabriquer l'enfant. À ce moment-là, la naissance ne sera plus un événement, mais la réalisation d'un programme, n'est-ce pas ? Quand on attendait un enfant, précisément, la naissance était un événement, et l'événement, c'est quoi ? Eh bien, comme disent les philosophes, l'événement, c'est le fait qui surprend. C'est le fait auquel on ne s'attend pas. Bref, tous les événements sont des faits, mais tous les faits ne sont pas des événements, car précisément, l'événement, c'est le fait auquel on ne s'attendait pas. Par exemple, en politique, il y a eu 2 événements récemment, plus lointainement encore, des choses qu'on n'avait pas vues venir. Et bien précisément, on les nomme par le jour auquel ils ont eu lieu. Elles ont eu lieu le 11 septembre. Le 21 avril. Personne n'avait vu venir la destruction des Twin Towers. Personne ou très peu avait vu la qualification de Le Pen au second tour en 2002. Et du coup, ce sont des événements et leur caractère singulier, totalement étrange, totalement unique, fait qu'on ne peut pas les nommer autrement que par le jour où ils ont eu lieu. L'événement, précisément, c'est ce qui ne vient pas de devant. C'est ce que je ne vois pas venir.
parce que ce qui vient, je peux m'y préparer. Alors, non, l'événement, il vient d'en haut, et on dit qu'une tuile nous tombe sur la tête. L'événement, il vient de derrière, et on dit qu'il nous prend en traître, car être pris par derrière, c'est être pris en traître. Si on laisse de côté les considérations érotiques, où ce n'est pas forcément le cas, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, l'événement, il vient d'en dessous, et on dit que le sol se dérobe sous nos pieds, que le sol se dérobe sous nos pieds. De grâce, que la naissance reste un événement. Et attention, je ne suis pas en train de dire que l'utilisation, je ne tiens pas à discours papiste, je ne suis pas en train de dire que l'utilisation des moyens contraceptifs, je ne suis pas en train de dire que l'utilisation de la péridurale, je ne suis pas en train de dire que la programmation de la naissance à la maternité, que tout cela empêche la naissance d'être un événement. Hein. Non, la naissance sera toujours un événement si précisément la mère respecte cette part d'infini qui est dans l'enfant. Si elle se sent procréatrice plutôt que fabricatrice. Procréatrice, c'est-à-dire collaboratrice d'une création, d'une œuvre qui, tout en se faisant en elle, n'est pas entièrement la sienne. L'origine du nouveau-né comme être d'esprit n'est pas la mère, ni le père, ni la combinaison des deux, alors même que de toute évidence, c'est d'elle que naît le nouveau-né. La mère peut et doit reconnaître que sans elle, le nouvel être vivant ne serait pas, mais qu'il est plus qu'une production. Ça me paraît absolument fondamental. Et lorsque la mère, précisément, considère la naissance comme un événement, généralement, elle est débordée par ce qui arrive. Car un événement, ça surprend. Alors surtout le premier enfant, mais même le deuxième, troisième, c'est toujours un événement tant qu'on ne le fabriquera pas. Et généralement, à ce moment-là, la mère est à la fois très joyeuse et très angoissée. Elle a la crainte de ne pas être à la hauteur. Mais la crainte de ne pas être à la hauteur, c'est justement le signe que l'on est bien à la hauteur. En ce sens qu'on se rend bien compte de la portée de l'événement, sans quoi on ne serait pas en proie à cette inquiétude-là. Inversement, l'absence d'inquiétude chez la mère peut être très inquiétante si elle signifie que la naissance du nouveau-né est vue par elle comme un événement banal, c'est-à-dire pas comme un événement du tout, ou du moins comme quelque chose qui, au lieu de constituer ce que j'appellerais une percée inouïe dans le tissu de l'ordre des choses, une surrection de l'infini, eh bien, est simplement la réalisation d'un programme. La plupart des parents sont de bons parents. La plupart des parents protègent les enfants de telle sorte qu'on n'a pas besoin de protéger l'enfant de leurs parents. Et il arrive en effet que la plupart du temps, les parents soient comme le père de l'enfant dans le poème de Goethe, Le Roi des Aulnes. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Qui chevauche si tard dans la nuit et dans le vent, c'est un père avec son enfant. Il tient l'enfant serré contre son bras, il le protège et le tient au chaud. Mon fils, pourquoi caches-tu ton visage si craintivement ? Le fils, ne vois-tu pas, mon père, le roi des aulnes avec sa couronne et sa traîne ? Le père, mon fils, ce n'est là qu'une traînée de brume. Le roi des aulnes, toi, mon cher enfant, viens donc avec moi. Nous jouerons tous les deux à de très beaux jeux. Vois ces multiples fleurs sur le rivage. Ma mère a pour toi des habits d'or. L'enfant, mon père, n'entends-tu pas le roi des aulnes ? N'entends-tu pas ce qu'il murmure tout bas ? Le père, sois calme, reste calme, mon enfant. Ce n'est que le vent qui siffle dans les feuilles mortes. Le roi des aulnes, veux-tu, bel enfant, venir avec moi ? Mes filles s'occuperont de toi. Elles te berceront et chanteront pour toi. Mon père, ne vois-tu donc pas, là-bas dans l'obscurité, les filles du roi des aulnes ? Le père, mon fils, je vois bien, ce ne sont que de vieux saules gris. Le roi des aulnes, je t'aime bien, ton beau visage m'excite. Si tu ne veux pas me suivre délibérément, alors je te forcerai par la violence. Und wenn du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Mon père, maintenant il me saisit, le roi des aulnes me fait du mal. Le père prend peur. Il presse son cheval, il serre contre lui l'enfant gémissant. À grand-peine, il arrive enfin, mais dans ses bras, l'enfant était mort. In seinem Armen, das Kind war tot. Le roi des aulnes de Goethe, mais aussi de Schubert. Et si vous connaissez la musique que Schubert a ajoutée à ce poème, vous en savez toute la portée poétique. De quoi est-il question ici ? D'un père aimant, protecteur. Un père peut être un peu trop rationaliste, vous voyez, c'est un homme des Lumières, c'est un philosophe des Lumières, il explique toutes les séductions de la divinité de la nature, le roi des aulnes, par des explications rationnelles et scientifiques. Ce n'est que. Cependant, il essaie de protéger son fils, il se montre donc un bon père jusqu'au bout, digne de ce nom de père jusqu'au bout, même s'il ne réussit cependant pas à le protéger jusqu'au bout, puisqu'à la fin, l'enfant meurt. Les choses sont assez simples, tristes,
mais assez simple. Mais où les choses se compliquent, c'est quand le roi des aulnes et le père forment un seul et même personnage. Et cela arrive bien souvent, n'est-ce pas, que le père soit à la fois protecteur et à la fois abusif, ou on peut dire la même chose de la mère. Les contes de fées nous mentent, qui, manichéens comme ils le sont, réduisent le monde à l'opposition de deux forces parfaitement repérables et parfaitement opposées l'une à l'autre, que sont le bien et que sont le mal. Dans les contes de fées, il y a des bons et il y a des méchants. Et les bons sont purement bons. Blanche-Neige est absolument parfaite. Elle est belle et bonne. Alors, la dernière fois que j'ai employé cette formule devant un public de jeunes, je les ai vus rire, donc j'ai compris que l'adjectif bonne a changé de sens récemment. Mais bon, elle est en effet pleine de beauté et pleine de bonté. On ne lui a jamais vu un atome, un commencement, un once, un paix de coquetterie ou d'avarice ou de fainéantise. Elle est parfaite. De l'autre côté, eh bien, les ogres sont purement méchants, purement mauvais. Oh, il y a quelques contes de fées qui sont un peu plus compliqués. Précisément, dans Blanche-Neige, la belle-mère de Blanche-Neige, la marâtre, est au début très belle. Elle est très belle à l'extérieur, très laide à l'intérieur parce qu'elle est quelqu'un de très méchant. Et en effet, il y a là comme une contradiction entre l'apparence et l'essence, entre le paraître et l'être, si vous voulez. Mais cette contradiction, elle va être levée, puisque ça fait pas mal de temps qu'elle dit « miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ?» Et le miroir lui dit « c'est toi, ma reine ». Jusqu'à ce qu'un jour, le miroir lui dise « célèbre est ta beauté, ma reine, mais il y a, hélas, une jeune fille encore plus belle que toi. Décris-la moi, lèvres rouges comme le sang, teint blanc comme l'albâtre, cheveux noirs comme le jet, Blanche-Neige. » Et alors, pour l'emporter contre Blanche-Neige, vous savez ce qu'elle fait? Elle prend un filtre qui la transforme en terrible sorcière. Alors là, la contradiction est vaincue, parce qu'elle est laide à l'intérieur, et du coup, elle est laide à l'extérieur. Elle a l'apparence qu'elle mérite. Elle espère aller se débarrasser de Blanche-Neige, puis refaire le chemin inverse, reprendre le filtre inverse et retrouver sa beauté. Malheureusement pour elle, les nains vont venir la poursuivre et du coup la mort va la saisir au moment où elle a la laide apparence qu'elle mérite. Autrement dit, les contes de fées sont toujours manichéens. S'il y a une contradiction au début, elle est toujours levée à la fin, et à la fin, les héros, en effet, sont heureux et font beaucoup d'enfants. Alors là, nul besoin d'une prévention de la violence. Oui, ce sont des parents parfaits. Or, la réalité n'est pas un conte de fées. Parce que bien souvent, les parents, même abusifs, et même mauvais, et même soit qui abandonnent, qui accaparent, bref, qui se foutent comme de l'an 40 de cette juste mesure et de ce kairos que j'évoquais tantôt, eh bien, ne sont pas tous mauvais. Ils sont en effet à la fois le roi des aulnes et à la fois le père. Et ce roi des aulnes qui abuse de l'enfant, il peut parfois protéger l'enfant. Mais non, mon fils, je vais te protéger contre les salauds qui t'ont fait du mal. Voilà pourquoi, précisément, on ne peut pas être parent seul. Et voilà pourquoi ceux qui ont du mal à trouver cette juste mesure et ce moment opportun, bon, personne, même les meilleurs parents, n'y arrivent, mais ceux qui y arrivent particulièrement mal, si vous voulez, hein, ceux qui abandonnent ou qui accaparent, ceux qui sont toujours en décalage, ceux qui abusent, eh bien, ne doivent pas être rejetés, évidemment, car ce lien-là, qu'on le veuille ou non, c'est un lien qui a quand même beaucoup de valeur. Voilà pourquoi il me paraît très important, en effet, d'aider les enfants d'aider les parents à élever leurs enfants, évidemment, grande banalité, à laquelle j'ajoute vraiment pour finir quelques remarques. Aristote me donnera ma conclusion. Lequel était le philosophe de la prudence? Lequel était philosophe de la prudence? Aristote disait, alors c'était pas le philosophe de la prévention, c'était le philosophe de la prudence, en grec phronésis. Aristote pensait qu'aucune vertu n'était vraiment complète, sauf peut-être la phronésis ou prudence. Qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, c'est ce dont la pratique vous permet de mieux faire votre métier d'homme. Vir, c'est l'homme, virtu, c'est quoi? Eh bien, la vertu, la virtu, c'est une qualité morale, une pratique qui vous permet de mieux faire l'homme, de mieux faire votre métier d'homme. Le courage est une vertu, car l'homme courageux fait mieux son métier d'homme que l'homme lâche. La justice est une vertu, car l'homme juste fait mieux son métier d'homme que l'homme injuste. Voilà ce que c'est qu'une vertu. Et à l'intérieur des vertus, qui sont en très grand nombre, Aristote distingue entre deux types de vertus. Les vertus incomplètes et les vertus complètes. Les vertus incomplètes, c'est les vertus dont la pratique n'est pas forcément bonne. Exemple, le courage. Le courage n'est pas forcément bon, car un nazi peut être courageux.
Et quand le courage se met au service du mal, il est mauvais. Voyez ? En revanche, parmi les vertus complètes, c'est-à-dire celles dont la pratique est forcément bonne, Aristote il n'en met qu'une au fond, la plus haute, c'est la prudence, phronesis en grec, la sagesse pratique qui permet, dans le côté un peu bigarré, toujours incertain de la réalité, de prendre les bonnes décisions au bon moment et de trouver la juste mesure entre le vice par défaut et le vice par excès. Bien. Simplement, la phronesis aristotélicienne, qu'on a traduit par prudentia en latin, puis par prudence en français, on ne sait plus très bien ce que c'est. Parce que pour nous, la prudence, aujourd'hui, c'est uniquement l'art d'éviter les dangers. Sois prudent, ça veut dire ne prends pas de risques. Et on sait par exemple que le principe de précaution est devenu chez certains une précaution de principe, qui ferait qu'on ne prendrait aucun risque, ce qui est évidemment dangereux. Non, la prudence, ce n'est pas que l'art d'éviter les dangers. La prudence, c'est aussi l'art de prendre les risques qu'il faut prendre. Chez Aristote, la prudence, c'était un oiseau qui avait deux ailes. À la fois éviter les dangers inutiles, mais aussi prendre les risques qu'il faut prendre. Aujourd'hui, la prudence, c'est comme un oiseau qui n'a plus qu'une aile, et un oiseau qui n'a plus qu'une aile va dans le mur, évidemment. Aujourd'hui, la prudence, c'est un petit peu Léo Ferré, surtout ne prends pas froid, ne rentre pas trop tard. Eh bien, moi, je crois que prévenir, c'est pas simplement éviter des dangers, c'est aussi courir des risques, en évidemment calculant ces risques-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans toute vie une part de tragique. Il y a dans toute vie une part de tragique précisément parce que la vie n'est pas un conte de fées. L'éthique, ce n'est pas un remède au tragique. L'éthique, je la définirais comme un effort pour rendre le tragique moins tragique. Eh bien, il faut admettre que le tragique n'est pas soluble dans l'éthique et qu'il y a des situations presque indécidables. Car qu'est-ce que c'est que le tragique ? Le tragique, vous le savez, il est fondé sur un conflit de devoirs. Le roi a deux devoirs, protéger son fils et protéger la loi. Tout va très bien jusqu'à ce qu'un jour, le fils désobéisse à la loi de telle manière que si on applique la loi, on doit mettre le fils à mort. Que va faire le héros tragique ? Rien. Rien, parce qu'il ne peut ni appliquer la loi, ni ne pas l'appliquer. Et sans doute, tout travailleur social rencontre régulièrement des situations tragiques où il ne peut ni signaler, ni ne pas signaler, par exemple. Je ne peux pas signaler, parce que cette famille est déjà dans une telle merde que si je signale, ça va être encore pire. Et en même temps, je ne peux pas ne pas signaler. Et alors, les conflits de devoir, c'est quelque chose que vit le héros tragique, mais qu'il résout mal, qu'il ne résout pas du tout, parce que finalement, il ne peut ni appliquer la loi, ni ne pas l'appliquer. Résultat, généralement, on en prend pour 5 actes d'alexandrin, pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pendant lesquels le héros tragique se montrera incapable de trancher. Résultat, c'est la mort qui tranche. Les parcs viennent couper le fil d'une vie, c'est elle qui tranche parce qu'il n'a pu trancher. Or, le personnage tragique, c'est celui qui répond mal aux apories, aux dilemmes, aux situations difficilement décidables, difficilement tranchables. En effet, à la sommation d'agir et de décider, il répond par une gesticulation de la conscience. Il s'installe avec une exquise souffrance dans l'espace ruminatoire de la délibération. Il délibère pour délibérer, au lieu de délibérer pour décider et pour agir, il délibère pour délibérer, n'est-ce pas ? Et je dirais que la forme littéraire qui convient au héros tragique, c'est le certes, mais. Certes, je dois appliquer la loi, car la loi c'est encore beaucoup plus importante que les hommes, etc., etc., et par les dieux infernaux, etc., mais je dois protéger mon fils. Donc certes, je dois protéger mon fils, car la loi c'est vraiment l'essentiel, etc. Pardon, l'enfance, le sang c'est l'essentiel, oui, mais il y a la loi. Du coup, il balance et il n'agit jamais. Le héros tragique, c'est quelqu'un qui est seul. Seul, parce qu'il n'y a jamais de conseiller. Ou plutôt, s'il y a des conseillers, les conseils qu'il donne au héros tragique glissent sur lui comme l'eau sur la peau des grenouilles. Dans toutes les mises en scène que j'ai pu voir des tragédies classiques, jamais le conseiller ne vient face au héros tragique. Phèdre a son Œnone, mais quand Phèdre appelle Œnone, elle lui dit « Œnone, toi qui lis dans mon cœur », Œnone arrive derrière elle. Et elle a déjà le regard porté vers l'autre solution que la solution qui lui est conseillée. Et si Œnone lui dit « l'essentiel c'est l'amour et pas le devoir », elle regarde déjà le devoir. Et si Œnone lui dit « l'essentiel c'est le devoir et pas l'amour », elle regarde déjà l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre type de tragédie. J'ai dit que la tragédie c'était un conflit de devoirs. Protéger son fils ou protéger la loi. Mais il y a aussi une tragédie d'un autre type, c'est la tragédie fondée sur le conflit entre le devoir et l'amour. Vous savez ça, chez Racine ou Corneille, il y a deux types de tragédies, conflit de devoir ou conflit entre devoir et amour. Or, l'amour n'est pas un devoir.
Sauf parce que si vous faites l'amour par devoir, devoir conjugal, évidemment, ça n'est plus de l'amour. Or, celui qui accompagne les enfants, celui qui aide les familles, il rencontre ces deux conflits. Il y a le conflit de devoir et le conflit entre le devoir et l'amour. Or, je dirais que pour ne pas être un héros tragique, eh bien, il faut admettre deux choses. Qu'il ne faut pas décider tout seul, qu'on n'éduque pas tout seul. Transition vers l'exposé de cet après-midi peut-être. Car en effet, quand nous nous méfions de nos propres lumières et les jugeons insuffisantes au moment présent, limons notre cervelle contre celle d'autrui, disait Montaigne. Limons notre cervelle contre celle d'autrui, ne décidons pas tout seul, car si le héros tragique ne décide pas, c'est parce qu'il est seul et veut le rester. Et puis, deuxièmement, acceptons le fait qu'il y a des décisions qui ne sont pas les bonnes, qui ne sont pas parfaites, mais qui sont les moins mauvaises parfaites, car précisément l'éthique n'est pas un remède au tragique, mais un effort pour rendre le tragique moins tragique. C'est-à-dire que la décision est d'essence crépusculaire. On est dans le clair-obscur. Il y a des lueurs, mais il y a aussi des obscurités. Voilà peut-être le moyen, enfin toujours improbable, toujours imparfait, d'accompagner, de prévenir ensemble, à la fois prendre des risques et en même temps éviter les dangers. On raconte qu'un jour, Zeus fait venir à lui Prométhée et Épiméthée avec pour dessein de leur donner une tâche fort importante, distribuer différentes qualités naturelles aux différents animaux. Épiméthée donne beaucoup de choses aux animaux, mais il ne donne pratiquement rien à l'homme. Résultat, l'homme, en effet, le nouveau-né, c'est le plus précaire des précaires, le plus fragile des fragiles, le plus dépendant des dépendants. Nous avons donc un devoir, pour être véritablement homme, de le faire sortir de cette précarité en lui donnant des repères finis qui l'aideront à échapper aux vertiges de l'infini, mais en même temps en faisant en sorte que ces vertiges finis ne l'enferment pas. Bref, il s'agit de l'aider à inventer les chemins de sa vie. Merci de votre attention.